Les politiciens sont des professionnels du compromis. Et l'enjeu politique de l'avortement ne fait pas exception. Les politiciens pro-vie, souvent avec des bonnes intentions, peuvent faire face à une opposition considérable, surtout dans les pays occidentaux. C'est pourquoi, lorsqu'ils tentent de faire progresser la cause de l'enfant à naître, ils se trouvent très souvent contraints à faire en quelque sorte des compromis, notamment dans les lois qu'ils vont faire passer. Même dans les pays où la cause pro-vie est très avancée et où elle a beaucoup d'influence, certaines exceptions sont stipulées dans les lois. Nous avons déjà abordé une exception assez commune dans ces lois en question, les difficiles cas de conception par le viol. Mais il y a une exception encore plus commune, même admise dans la communauté pro-vie, et c'est l'exception des cas de danger pour la vie de la mère. Commençons par préciser que, dans les exceptions légales permettant l'avortement dans les cas de danger pour la vie de la mère, plusieurs choses très différentes sont parfois mises dans le même panier. Par exemple, entre 1969 et 1988, au Canada, l'article 251 du Code criminel interdisait l'avortement, à l'exception des avortements dits thérapeutiques, c'est-à-dire des avortements approuvés par un comité confirmant que la vie ou la santé de la mère était mise en danger par la grossesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'article en question du Code criminel ne définissait pas le terme santé, et la définition de ce terme était plus ou moins laissée à la discrétion des médecins. Beaucoup alors ont utilisé la définition très large de l'OMS, qui définissait le terme santé comme un bien-être, non seulement physique, mais aussi psychologique et social. Ainsi, une exception sembla se limiter, à la première lecture un peu naïve du texte de loi, à des dangers physiques pour la vie ou la santé de la mère, en réalité pouvait s'appliquer à toute une variété de circonstances, touchant au bien-être au sens large du terme, pourvu qu'un comité d'avortement thérapeutique suffisamment indulgent soit convaincu. Cela étant mis de côté, nous pouvons maintenant aborder les situations où la vie et la santé de la mère sont véritablement mises en danger par la grossesse. Je ne suis pas un médecin, alors mon but ce ne sera pas de faire une description médicale exhaustive de chacune de ces situations, mais plutôt de réfléchir par rapport aux principes éthiques qui devraient guider nos actions, surtout dans la mesure où celles-ci vont jouer avec la vie ou la mort d'un être humain doté de dignité et de droits. Il y a plusieurs situations dans lesquelles les dangers pour la vie de la mère surviennent à cause de la nature de la grossesse et dont on prétend que l'avortement est l'unique et nécessaire traitement. Par exemple, la grossesse ectopique. Pour ceux qui l'ignorent, une grossesse ectopique, c'est une complication dans laquelle l'embryon, plutôt que d'aller s'implanter dans l'utérus, demeure bloqué dans la trompe de Fallope, et c'est une situation extrêmement dangereuse, puisque si l'embryon continue de grandir, il va inévitablement provoquer une rupture de l'organe, et ainsi provoquer la mort de lui-même ainsi que de la mère. Puisque, évidemment, la trompe de Fallope n'est pas faite pour accueillir un enfant à naître pleinement développé. Nous sommes alors face à une situation extrêmement complexe et tragique. Il semble que si on laisse vivre l'enfant, il va inévitablement provoquer sa propre mort et la mort de sa mère. La solution logique, selon le partisan de l'exception légale, c'est d'ainsi de tuer l'enfant afin d'éviter la mort d'une deuxième personne, puisque la perte d'une seule vie est préférable à la perte de deux vies. Par conséquent, l'avortement est nécessaire dans cette situation-là. Pour efficacement répondre à cela, il faut d'abord définir rigoureusement ce qu'est un avortement. Ce que nous voulons dire par avortement, c'est une opération visant directement et intentionnellement à détruire le corps du fœtus ou de l'embryon. Et il s'avère que si on le définit comme ça, l'avortement n'est jamais médicalement nécessaire, ni dans la grossesse ectopique, ni dans aucun autre cas de grossesse où la vie de la mère est en danger. En effet, le fait de retirer l'enfant dans l'endroit où autrement il causerait sa propre mort ainsi que la mort de la mère ne constitue pas nécessairement un avortement. Dans le cas d'une grossesse ectopique, une salpingectomie, c'est-à-dire une ablation de la trompe de Fallope, ne constitue pas un avortement. En effet, cette opération, qui consiste à retirer l'embryon ainsi que l'organe dans lequel il se trouve, ne constitue pas un avortement dans le sens où il ne vise pas directement et intentionnellement à détruire le corps de l'embryon, mais plutôt à retirer un organe défectueux qui, si laissé à l'endroit où il se trouve, va mener à la mort de deux personnes. Ça ne veut pas dire pour autant que l'enfant va survivre à la salpingectomie. En effet, si l'ablation de la trompe de Fallope et donc le retrait de l'embryon se font très tôt dans la grossesse, il est très possible que l'état actuel de la médecine ne nous permette pas de garder l'embryon en vie, et qu'ainsi, par manque de moyens technologiques
suffisamment avancé, on soit contraint de voir malheureusement l'enfant naître mourir, en résultat de cette opération. Mais il y a quand même une différence morale significative entre cette opération et un avortement. Il s'agit d'un principe de base de la morale qu'il n'est jamais acceptable de tuer directement et intentionnellement un être humain innocent. Si la mort de l'enfant n'est qu'un effet collatéral malheureux d'une opération cherchant à sauver la vie, il est pourtant le but intrinsèque d'un avortement. La complétion d'un avortement implique le fait de s'assurer de la mort du fœtus ou de l'embryon. C'est pourquoi nous pensons qu'il n'est jamais moralement acceptable de faire un avortement tel que défini. Pour bien comprendre et visualiser la différence entre ces deux opérations-là, sur le plan moral, imaginez la situation qui suit. Vous êtes sur le bord de la mer et vous voyez deux personnes se noyer. Vous n'avez la force et le temps que d'en sauver une seule. Vous savez également que si vous essayez de sauver les deux, vous trois, vous et les deux personnes en train de se noyer, allez inévitablement mourir. Personne ne va vous accuser de meurtre si vous ne sauvez qu'une seule personne et que vous n'essayez pas de sauver la troisième. C'est-à-dire si vous permettez la mort d'une personne pour éviter un plus grand mal, c'est-à-dire la mort de trois personnes. Mais imaginez que dans cette même situation, plutôt que de permettre simplement la mort de cette troisième personne, en sauvant la personne que vous pouvez sauver, vous calez la tête de l'autre dans l'eau et vous vous assurez qu'elle soit bien morte de noyade avant de ramener la personne que vous désirez sauver à la rive. Il ne fait aucun doute que vous seriez accusé de meurtre. Pourtant, le résultat est le même. Dans une situation, deux personnes survivent et une personne meurt. Dans l'autre situation, deux personnes survivent, une personne meurt. Et dans la deuxième situation, vous avez commis un meurtre. Il y a donc une différence morale significative entre le fait de simplement permettre la mort de quelqu'un pour éviter un plus grand mal, et le fait de activement prendre part à la mort de quelqu'un. Pour conclure cette capsule, récapitulons ce que nous avons vu. Nous savons que dans beaucoup de législatures, même pro-vie, il y a des exceptions qui sont stipulées pour les cas de danger pour la vie et la santé de la mère. Nous avons vu qu'il est très important de savoir qu'est-ce qu'on entend par santé et de l'importance de le définir correctement. Nous avons également vu l'importance de définir clairement ce qu'est un avortement, pour ne pas le confondre avec d'autres procédures qui ont pour but de sauver la vie. Directement et intentionnellement mettre fin à la vie de l'enfant à naître est inacceptable, et n'est d'ailleurs jamais médicalement nécessaire. D'autres opérations, certaines n'offrant malheureusement pas encore de chances satisfaisantes de survie à l'enfant, sont pour autant moralement préférables dans la mesure où ils n'ont pas pour but intrinsèque de tuer l'enfant.